mesdemoiselles, messieurs, bonjour, merci de nous retrouver. Excellente matinée en notre compagnie jusqu'à 10 h du matin avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui vous accompagnera avec des thématiques, des invités. Et surtout aujourd'hui, nous allons développer avec Monsieur Benachnou qui revient chaque mardi matin pour parler santé. Et cette fois-ci, plus particulièrement, encore une fois, autour de cette crise sanitaire. Encore donner des conseils et surtout le respect des mesures barrières. Nous allons beaucoup insister sur cela, bien sûr, pour éviter de cette propagation du virus et il nous donnera surtout les conseils appropriés. Nous aurons le plaisir de recevoir Nassiba Jaïdir dans sa rubrique Mosaïque. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur un artiste peintre qu'elle a pu donc rencontrer à travers cette exposition qu'il a donc donnée. C'est au niveau de c'est Kamel Benchemer qui sera donc à travers son exposition visible sur le reportage de Nassiba Jaïdir. Et puis on reviendra sur ce concours donc de l'huile d'olive. Rappelez-vous, nous en avions parlé avec bien entendu les producteurs qui aussi ont brillé à travers bien entendu leur agriculture et ils ont participé à un concours national. Cette fois-ci, le lauréat de la médaille d'or a participé à un concours international et il a eu bien sûr cette médaille d'or. Il sera notre invité pour nous en parler en détail tout à l'heure et revenir sur son parcours à travers sa passion de l'huile d'olive. Et on terminera l'émission avec Mohamed Iguerb qui est donc membre du comité d'organisation du SILA. Il nous parlera de littérature et surtout des différents salons qui avaient donc prévu, qui étaient dans l'agenda bien entendu des salons organisés au niveau national surtout. On en parlera avec lui puisqu'il est professionnel donc du livre avec toutes ces réunions qui ont eu lieu pour débattre autour donc de la place du livre en ce moment même. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier ce moment passé en notre compagnie. Et on va commencer tout de suite. Allez, on donne déjà nos petits conseils et surtout donner encore cette visibilité. Comment comprendre comment se propage le virus. Regardez, ça fait peur, mais en tout cas, c'est pour bien prendre en considération les mesures barrières. Regardez cette vidéo, on se retrouve juste après. Voilà, une vidéo qui va donc, j'espère, faire prendre conscience de, bien entendu, la gravité aussi de la situation. Il faut faire très attention. Il y a eu régression et surtout un manque donc de civisme de certaines personnes. Eh bien, nous allons parler de ces gestes barrières, de surtout ces mesures barrières hein, qu'il faut toujours rappeler, continuer à rappeler. Monsieur Benachnou est parmi nous. Bonjour, Monsieur Benachnou. Bonjour, sabah al-khair. Sabah al-khair, comment ça va?
En tant que médecin, je ne suis pas content. Ah bah oui, eh ben En tant que oui. médecin. Il est là pour serrer les boulons, on va dire, et Vrai, faire peur, hein, parce que la réalité est là. Je crois que c'est très bien cette formule de faire peur. On me dit souvent, attention, il ne faut pas faire peur à la population. Mais ce n'est pas moi qui fais peur. C'est une situation, c'est un microbe. Parce que ce microbe-là, il est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Pas ce microbe, dans le sens le plus large. Ce virus, tous les virus, tous les microbes sont dangereux. Parce que si on baisse la garde, si on ne prend pas ses dispositions, eh ben, lui, il ne va pas vous faire peur. Lui, il va vous mettre KO. Il va vous zigouiller. Alors, c'est vrai, M. Benachnou, on avait quand même repris confiance. Il y avait donc de moins en moins de cas. Ça commençait à baisser. On était confiants. La population entière était confiante. Les médecins géraient la situation, etc. Et on a commencé même à changer nos sujets. On ne parlait pas exclusivement de coronavirus. On est allé parler un petit peu de tout, de toutes les thématiques. La plage. La plage et bien sûr la santé dans sa grande... On sa parlait globalité. du diabète, on parlait des maladies chroniques. Là, il faudra très vite insister encore une fois et rappeler toutes ces mesures indispensables à tenir. Vous savez, votre introduction, là, ce que vous venez de dire, je crois que ça montre une chronologie qui était intéressante. Au début, on avait des informations sur la catastrophe de santé en Italie, en Espagne. Au niveau mondial, on voyait des rues vides. Alors là, il y avait ce que disent les spécialistes, il y avait une sidération. C'est-à-dire que c'est ça. Alors on avait peur, on s'est retenu. Mais je crois qu'il y avait une évolution. On ne pouvait pas rester confiné parce qu'on a mal compris, on a mal géré le confinement. On va l'expliquer après. Donc, quand on a vu que ça, c'est du mimétisme, c'est inconscient. On voyait sur les chaînes étrangères qu'en Italie, ça y est, commençait, les cafés, en Suisse, les écoles. C'est venu avec l'été, donc les sorties, on s'est dit, ça y est, le beau temps, tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre, on s'est dit. Mais ce qui se passait dans ces pays, il était sous-tendu. Il était préparé, il était managé par certains comportements, à savoir le confinement. On a compris que le confinement, jusqu'au jour d'aujourd'hui et demain, il est essentiel. Va stopper la propagation. Va stopper. Pourquoi? On ne va pas dire aux gens restez chez vous pour les embêter. Non, c'est le fait qu'on connaît ce virus, comment il se déplace. Il utilise nos jambes et nos poumons. Donc, si on reste sur place, le virus, ça ne va pas se déplacer. Voilà. Mais deuxièmement, les responsables politiques, si on veut, ont d'autres éléments pour évaluer, c'est-à-dire le côté économique. Les gens, en restant chez eux, il y a l'activité économique qui baisse, il y avait tout ça à gérer. Ils l'ont bien géré, ils ont bien compris le pour et le contre. Mais, le confinement, il fait partie de ce qu'on appelle un algorithme. Ce terme... mathématique. C'est mathématique, ça veut dire qu'il y a des étapes, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Mais vous ne pouvez passer d'une étape à une autre si vous n'avez pas réglé l'étape précédente. La première étape fondamentale, c'est le confinement. Mais on ne va pas rester dans le confinement parce que c'est impossible. La vie continue, l'activité économique, les gens doivent sortir, aller chez le médecin. Et même au point de vue psychologique, on ne peut pas rester confiné. L'être humain... Il y a un impact. Mais alors, le confinement doit être utilisé pour tester les gens. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS qui dit confiner, mais tester. Dans cette façon de le dire, de gérer. Et là, pourquoi tester? Tester, c'est pas pour aller faire dire est-ce que j'ai le... Non, c'est le fait, les PCR, le coton-tige qu'on met dans le nez, tout ça. Pourquoi on le met? Parce que quand on respire, et s'il y a le virus qui rentre, il laisse des traces. On le repère. À ce moment-là, vous voyez les gens qui sont positifs, chez qui on a trouvé les traces de virus. PCR, ça veut dire un truc en anglais, des trucs. Alors, à ce moment-là, cette personne est dangereuse, doit être confinée, et prise en charge en lui disant monsieur ou madame, si vous avez, maintenant vous n'avez pas de signe, si vous...
Si vous avez des signes, la fièvre, vous toussez, des histoires comme ça, appelez le 30-30. On a mis en, en service un numéro spécial. À ce moment-là, on s'occupera de vous et on vous hospitalisera. S'il n'y a rien du tout, vous restez en quarantaine et à ce moment-là, vous pouvez repartir. Mais nous, on n'a pas fait ça, il faut le dire, par manque de tests. Ce n'est pas mon corps qu'on a, Non, mais au niveau mondial, les gens ont compris, les gestionnaires ont compris que le testing est important et il fallait. Deuxième étape qu'on n'a pas faite, qu'on a prise maintenant, alors qu'on a une grande expérience en Algérie, on a un excellent système de santé, j'ai trouvé un document datant de 1967. Faites le calcul, il y a 50 ans, où les autorités sanitaires, à l'époque, il y a 50 ans, on n'avait pas les euros, on n'avait pas les avions, on n'avait pas les dollars, tout ça. Ils montraient la conduite à tenir et ils insistaient sur l'enquête épidémiologique pour détecter, si on détecte ce qu'on appelle maintenant le mot anglais, cluster, c'est-à-dire un foyer. À l'époque, on n'appelait pas cluster, on dit un foyer. Il fallait y aller. Et il n'y avait pas les ressources humaines. On n'avait pas des épidémiologues, on n'avait pas des médecins. En 67, mais on allait sur place pour la tuberculose. Quand on détectait quelqu'un... Et c'est comme ça que la tuberculose a été éradiquée. On faisait les tests sur place. La tuberculose, ce n'est pas le PCR, c'était les crachats. Les crachats, avec un microscope et des colorants, on arrivait à identifier le bacille. À identifier, et même sur place, on désinfectait. Et quelque chose qui doit... Moi, je me balade à travers Alger et tout ça. Alger, c'est fondamental. Elle est belle. Nos villes sont belles, très belles, parce qu'elles sont blanches. Mais en même temps, c'est intelligent, c'est désinfectant. On utilise la chaux. On n'utilise pas la chaux est désinfectante. Moi, je crois on s'est négligé nous-mêmes, notre expérience dont on peut être fier, qu'on a les clusters, maintenant ça fait bien de dire, on faisait la recherche des foyers de contamination, des enquêtes épidémiologiques. On a cette expérience. Aujourd'hui aussi, ça s'est fait à travers le monde, la recherche du cluster. Même chez nous, le patient zéro, on l'a bien recherché aussi. Bien sûr. Il fallait faire l'enquête. Mais moi, en tant qu'Algérien, en tant que médecin, et j'étais jeune étudiant à l'époque, on a participé, ce qui fait qu'on a été... Parce que la tuberculose à l'époque, c'était comme maintenant. Ça se propageait. Il y avait Tout à fait. Et là, on a observé depuis déjà une semaine une augmentation, bien sûr, des cas de corona à travers donc le territoire national. Oui, et mais vous me disiez tout à l'heure, on a pu observer cette vitesse de propagation, parce que c'est vraiment une vitesse de propagation qui donne ces cas alarmants. Oui, la vitesse. Ça a été au départ les plus observés, c'était aux États-Unis. Oui, c'est en Italie. Là où ça s'est propagé le plus vite. Maintenant au Brésil. Bon, je cite le nom, je suis ni politicien, ni diplomate, moi je suis en tant que téléspectateur des chaînes internationales. Au Brésil, une mauvaise gestion au tout départ. Pourquoi il y a une vitesse propagation? Il faut revenir à la définition et à la caractéristique des virus. C'est un virus qui se propage d'être humain à d'être humain. On ne dit plus d'homme à homme. Il y a d'homme à femme, de femme à femme, de femme à homme. C'est cette vitesse. Plus la distanciation dont on parle est rapide, le virus il va se transmettre. Plus on ne parle même plus de postillons. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les postillons, parce qu'on dit même au-delà d'un mètre, ça peut aussi se propager, c'est des nuages. Pourquoi? Un nuage, on appelle ça l'aérolisation. Pourquoi? Parce qu'il y a plus petit. C'est ce qu'on appelle les gouttelettes de pulgaire. On en a parlé, personnellement, j'en ai parlé. Voilà, c'est ce que vous nous avez dit. Ce n'est même plus au niveau des postillons, parce que les postillons, on les voit. Vous les voyez et on les évite. Un collègue ou une collègue, papa, elle dit tiens-toi loin, sans Covid. Mais là, c'est les gouttelettes, Plus c'est rapide,
plus les gouttelettes sont là. Par exemple, là, je donne un chiffre qui n'a rien à voir. Lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, l'air expiré sort à 200 km/h. Donc, ces gouttelettes c'est pour ça qu'il fallait, on a pensé qu'il fallait lever le confinement partiel, c'était logique, c'était indispensable pour certains métiers. Voilà. Les gens commençaient aussi à souffrir. Mais et vous vous souvenez, il y a eu que je salue le directeur de l'ETUSA. C'est pas la direction ou les travailleurs de l'ETUSA, ils ont bien organisé, on a vu ça à la télé. Mais vous souvenez-vous, j'ai posé la question, mais chez nous, le transport, c'est dès qu'il y a un bus qui arrive, tout le monde. Tout le monde. Voilà, regardez cette image aussi qui est parlante, hein, quand on voit la personne tenir une barrière et si jamais elle est contagieuse, elle-même va contaminer des milliers de personnes. Mais c'est pourquoi, si je fais pas, je passe. Ensuite, je pose la main ici. Chez certains plateaux de télévision, à chaque invité, on désinfecte. Je l'ai vu. Donc, à partir du moment, ça devient aéroporté, mais à partir de là, ça devient manuporté. Manuporté, d'ailleurs, dans la première vidéo qu'on a pu voir au début, on a vu comment se faisait la propagation. Oui, voilà. Il y a des spots qui passent à la télévision où à partir du moment où quelqu'un est porteur de virus, fait les mains, et quand il met la main sur la poignée de la porte, regardez, des couleurs orange. Il y avait des couleurs vertes, tout ça, et on montrait la chaîne de propagation. Il y a une très belle vidéo d'ailleurs. Très belle. Mais ce qui est important, je crois qu'il faut tester, ça c'est important, et faire accélérer les enquêtes épidémiologiques. Dès qu'on trouve un cas, ça c'est important, c'est la prise en charge. On va parler de certains cas, mais avant, on va voir une vidéo. Vous nous parliez donc comment se laver les mains et comment est-ce que, surtout, ce virus pouvait se propager de manière vraiment invisible. Hein. Et on va voir qu'à travers juste des paillettes, on découvre comment est-ce que ce virus peut se propager. Regardez cette vidéo. Voilà, une très belle illustration. Hein. C'est vrai qu'en mettant les paillettes, c'est vraiment explicatif. Ça nous est arrivé quand il y avait Vous en mettez partout. Voilà, c'est des paillettes, mais là, c'est des virus, des microbes meurtriers. Ensuite, il y a des techniques. Il y a des techniques. Se laver les mains, regardez, il en reste. C'est ce qu'on appelle les techniques d'avant et d'après. On a vu les gens qui se lavaient les mains et après on est allé rechercher les microbes. Eh bien, parce qu'on n'a pas bien lavé les mains, parce qu'on n'a pas utilisé un savon de Marseille, parce que on en retrouvait toujours fait les mains. Et regardez, c'est ça qui est important, comment se transmet le virus. Voilà, ça sort comme ça. Il y avait une vidéo aussi qui était formidable, qui a été réalisée par des Japonais, des scientifiques en laboratoire, et comment est-ce que la personne en éternuant pouvait donc propager ces virus vraiment à des espaces et on vient de fermer les centres commerciaux. Moi, je trouve que c'est vrai. Il y a eu une étude finlandaise où on a recherché le virus. Vous avez vu dans les supermarchés et tout ça, c'est des colonnes comme ça, des couloirs, tout ça. Ils ont fait des études et ils ont visualisé le déplacement du virus d'un couloir à l'autre et comment il a contaminé. C'est affolant, Monsieur Benachnou. C'est affolant tout ça. C'est affolant pour que les gens prennent conscience que mettre le masque est très important. Voilà. Alors, il y a autre chose. C'est qu'en ce moment, beaucoup de personnes souffrent de symptômes grippaux. Donc, il y a une grippe qui circule et ce n'est pas donc les symptômes. Beaucoup confondent, ils ne savent pas. Il y a des personnes qui perdent l'odorat et quand ils vont faire des tests, on leur dit c'est négatif.
Alors là aussi, Il y a beaucoup il y a beaucoup de ce qu'on d'ambiguïté. appelle des faux positifs C'est et ça. des faux négatifs. Parce que la technique, il faut les refaire. Par exemple, j'ai vu quelqu'un intervenir à la télévision, un canal étranger, une entreprise allemande teste ses employés, ses ouvriers chaque semaine. C'est pour confirmer le... Ça, c'est important, les faux positifs et les faux négatifs. Et ça, c'est important. Dans théorie, il faudrait refaire. Pourquoi? Parce que là, il faut aller vraiment le larynx, la constitution au niveau ORL. Il faut bien gratter. Il y a des faux positifs et des faux négatifs. Et ensuite, là, on a très, très bien étudié et mis au point des tests où on a corrigé, parce qu'il y a différents tests. Ça serait bien que l'Institut Pasteur algérien donne quel est le test le plus validé en Algérie. C'est-à-dire qu'on a l'Institut Pasteur, il va dire c'est le plus sûr, c'est le fait que vous ayez dit, il y a certains gens et personnes qui présentent la grippe, tout ça. Je salue le directeur de l'INSP. Hier, dans son intervention, il a dit il n'y a pas de grippe en été. Exactement. Je voulais arriver à cette conclusion. Voilà. C'est vrai que la grippe saisonnière... Il n'y a pas d'épidémie. Il y a des cas. Il y a des cas. Pourquoi? Parce que la définition d'une épidémie, c'est une définition scientifique. On ne va pas dire, ah, il y a une épidémie. Je crois, si je me trompe, c'est 3 cas successifs dans la même semaine. D'accord. Je n'ai pas les chiffres exacts. Ça doit alerter. C'est des normes. Il faut qu'on apprenne à travailler en Algérie en matière de santé selon les normes scientifiques. Parce qu'il y a des personnes qui vous disent, voilà, j'ai des symptômes, j'ai mal à la gorge, je tousse, j'éternue. C'est pas la grippe saisonnière. Est-ce que c'est un coup de froid? Est-ce que c'est ce changement de température aussi brutal? Voilà, c'est tout ça, parce que l'air, la climatisation, on l'a dit, aussi. la clim, tout ça, et l'air qu'on respire. L'air qu'on respire a un certain taux d'humidité et il a une certaine température. On ne le voit pas, mais il a ses caractéristiques. Si vous êtes, par exemple, ici, dans ce studio, il fait très agréable, la température est basse, et vous allez sortir dans la rue, il fait chaud. Donc, c'est ce gradient, c'est cette variation brutale de l'air que vous allez respirer va agresser la sphère, on appelle ça la sphère ORL. Ça, c'est, par exemple, dans la voiture, dans les trucs. Et là, une chose, en matière de climatisation, il y a eu des études. Il y a eu des études. Attention, le climatiseur, soit de la voiture, soit de la maison où on habite, n'a pas fonctionné depuis l'été passé. On a retrouvé des virus au niveau du filtre. Alors, si ça fait 1 an qu'il n'a pas fonctionné, vous ouvrez, vous allez embaumer votre domicile de virus. Donc, ce que l'on conseille, avant de faire fonctionner, laver, enlever le filtre, le laver, ou moi je suis carrément le changer. Donc vous voyez que les virus, ça pas uniquement ce virus, les moustiques, c'est pas uniquement tout ça. Je crois que, et on le dit, on le répète, et les spécialistes au niveau mondial, la plus grande menace pour l'être humain, que ce soit en Algérie, c'est l'être humain, l'humanité, c'est les virus, c'est ces petits problèmes-là. Et d'autant plus qu'on est surexposé, on a, à cause de notre alimentation, à cause de notre mode de vie, à cause de la pollution, on a une atteinte de notre système immunitaire. Donc, il faut redoubler de vigilance. Très bien. En tout cas, merci pour tous ces conseils et surtout les éclaircissements qu'il faut rappeler et surtout ces gestes. Ces gestes barrières qu'il faut toujours observer, se laver les mains. Fondamentaux. Insister pour bien se laver les mains régulièrement. Bien entendu, le masque. On m'a dit de parler, si vous permettez, pour le masque. On m'a signalé des citoyens, on m'a appelé. On a noté des érythèmes, des irritations au niveau du visage, tout ça. Alors les gens sont obligés. Les élastiques. Et surtout les élastiques. Même je parlais tout à l'heure de normes. Mais à cause des élastiques, comme ça fait mal, les gens les enlèvent, ça irrite. Le vrai masque, c'est celui qui n'accroche pas derrière les oreilles, c'est et derrière la nuque. Derrière le cou, fait la nuque. Donc, vous voyez que
On revient à la voilette. Au revoir, c'est agréable. Non, mais des irritations, alors là, ne mettez ni pommade ni rien, lavez-vous avec de l'eau et espérons qu'on a des masques protecteurs faits avec une matière qui ne soit pas irritable. Ok, ben merci beaucoup pour ces conseils, Monsieur Benachnou. Toujours un plaisir de vous voir et de vous recevoir. On va vous retrouver dès vendredi prochain avec Nour Al-Huda, Inch'Allah. Et puis quant à nous, on vous dit restez fidèles à notre programme. On continue bien sûr à informer nos téléspectateurs. On vous invite tout de suite à passer un beau moment à travers aussi ce savoir-faire bien de chez nous. C'est une artisane qui s'exerce parfaitement au vitrail. C'est un reportage signé Nour Al-Huda Bouzeguew. La blancheur intense de la céramique, des couleurs chatoyantes mises en valeur par des floralies particulièrement, tout un patrimoine exprimé par les mouvements gracieux du pinceau tenu par les mains d'El Yakout. À l'âge très tard que j'ai découvert que j'aime cette passion parce que je ne sais pas, c'est dans ma famille, il y a mon frère qui aime le dessin, mais avant, j'ai pas su que j'aime vraiment le dessin. C'est à un certain âge que j'ai commencé à découvrir le dessin sur verre. C'est une passion vraiment le verre qui m'a attirée parce que c'est transparent et c'est beau à voir. Et tellement c'est transparent qu'on aime. C'est-à-dire le fait, on arrive à voir tout. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'aime toujours le dessin sur verre, etc. Le dessin sur verre obéit à plusieurs techniques, allant du remplissage au one-stroke, des techniques toutes gracieuses les unes que les autres. La technique, j'aime vraiment, c'est le one-stroke, c'est une technique américaine. C'est le pinceau avec deux couleurs et on arrive à dessiner pas mal de choses avec. Mettre en valeur le patrimoine par des photos anciennes ou autres photos réelles sur support verre ou céramique est aussi possible. La technique du collage est un autre savoir-faire dans l'art du vitrail. Le découpage, c'est le papier de riz. Et ça, c'est une technique que j'aime vraiment parce que ça complète aussi, c'est-à-dire avec une peinture. C'est-à-dire on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire il y a toujours une peinture qui le complète le travail tana, l'objet, l'icône fait le papier. Mais pour El Yakout, la porcelaine et la céramique restent les deux supports les plus prisés par ses pinceaux et ses créations. Ces deux supports lui permettent d'exhiber l'orgueil de la femme, à savoir son amour pour la vaisselle et les objets de décoration. Ce que je préfère, c'est toujours la céramique ou la porcelaine. Bien sûr, le verre aussi, mais beaucoup plus, c'est la porcelaine. La porcelaine, parce que c'est facile à travailler, et puis c'est beau. Et surtout la vaisselle, c'est qu'est-ce que j'adore. Parce que c'est des trucs qu'on utilise quotidiennement. Et on a des gens qui préfèrent personnaliser leurs objets et aussi faire des cadeaux. Personnaliser, il n'y a pas mieux, avoir une pièce unique pour offrir, etc. C'est-à-dire, on arrive à satisfaire les gens de cette façon-là. C'est-à-dire, nous en Algérie, on n'a pas l'art fait bladna, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un objet ou là qui personnalisé ou là un truc unique, une pièce unique. C'est-à-dire, on essaie toujours d'attirer les gens, premièrement par la vaisselle, parce que les femmes algériennes, elles aiment toujours la vaisselle. Et puis, on commence à leur montrer d'autres objets, nos souvenirs. Cela dit, selon Yakout, même si la porcelaine et la céramique sont de très beaux supports, si le mariage de couleurs ne suit pas, le final ne sera pas satisfaisant. On ne peut pas choisir les couleurs parce qu'on aime ces couleurs-là, non. C'est vaste et puis on devrait voir les gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent aussi. Mais aussi savoir marier les couleurs. Si on n'arrive pas à marier, on n'arrive jamais à avoir un objet parfait. C'est-à-dire même si les gens nous demandent des couleurs qui ne marchent pas, on ne peut pas les faire. C'est-à-dire on doit choisir les couleurs qui nous arrangent et qui donnent un truc bien fait, la peinture bien sûr. Faire un tour chez El Yakout reste une véritable partie de plaisir où le savoir-faire, la création et l'utilité se conjuguent au présent de l'offrande.
Voilà, on pose le décor pour accueillir comme il se doit Nessiba Djaidir dans sa rubrique Mosaïque. On a pu voir bien sûr ce travail magnifique aussi donc de cette artisane qui travaille aussi bien la céramique, le verre, en tout cas elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et bien c'est aussi le cas de tous les invités qui viennent présenter leur art à travers bien entendu la rubrique Mosaïque de Nessiba. Bonjour Nessiba. Bonjour Emel, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. Tout à fait. Alors aujourd'hui vous êtes seul, votre invité est resté chez lui à Skikda, confiné à Skikda. Il expose actuellement, il s'agit de Kamel Benchemer, il expose actuellement à Zouart Gallery. En fait il avait commencé à exposer au mois de mars dernier, mais avec le confinement... donc l'exposition a été interrompue, il a exposé peut-être 3 jours à peine, et ensuite elle a été décalée et puis maintenant prolongée jusqu'au 8 juillet, donc il expose actuellement à Zouart Gallery. Avec la réouverture provisoire aussi de certaines galeries. De certaines galeries, absolument, tout en respectant les mesures barrières et il y a tout un protocole justement, et voilà, donc on s'est rendu avec l'équipe cette semaine à Zouart Gallery, qui est dirigée, animée par l'artiste plasticienne Amel Ben Mohamed, que qu'on a eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises. Donc elle expose Kamel Benchemer. C'est un artiste plasticien qui est connu sur la scène artistique algérienne. Donc qui est Kamel Benchemer? C'est un artiste qui a fait ses classes à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, mais avant il a étudié à l'École des beaux-arts de Constantine, et actuellement il enseigne à l'école régionale des beaux-arts de Annaba. D'accord. Voilà. Il est originaire de Gigel, plus précisément El Milia, où il a grandi, et là, donc chemin faisant, il a fait son parcours d'artiste, et actuellement il expose donc à Zouart Gallery. C'est une très très belle exposition, on verra dans un petit moment le reportage. Il est dans une région qui va sûrement le passionner et l'inspirer, entre la mer, la belle région. Et il a grandi à la campagne aussi, donc entre la campagne, la nature, la mer, donc il est très inspiré, on le verra tout à l'heure dans ses compositions. Il a un style bien à lui, il s'est forgé un style au fil des années, et là donc il a baigné, je dirais, dans l'art dès sa plus tendre enfance, ses grands-parents étaient artisans. C'était le tissage, la poterie, donc les couleurs, la nature. Il était habitué aux pigments, aux matières. Aux pigments naturels, justement. Et à certaines matières. Et à certaines matières, exactement, tout précisément. Donc, il a les pigments naturels, il en utilise aussi dans son travail. Et tout ça, ça l'a inspiré. Donc, il a plein de petits souvenirs en mémoire qui s'étalent, s'enracinent dans ses œuvres d'art. Et il expose actuellement dans Zouart Gallery plus d'une trentaine d'œuvres d'art. Rappelons aussi que c'est une galerie qui se trouve au centre commercial de Bebzoua. Et c'est une galerie d'art qui existe depuis bientôt une dizaine d'années. Et l'espace est mis gracieusement, vous le savez, Amel, aux artistes. Il y a des expositions personnelles qui sont organisées, des expositions collectives. Et cet espace est mis gracieusement, disons, à la disposition de ces artistes plasticiens. Mais Kamel Benchemer, bon, j'ai pas eu le plaisir de le rencontrer cette fois-ci, mais j'ai eu quand même l'occasion de le rencontrer à Dar el-Kans. Il avait exposé chez Madame Guelimi, qui dirige et anime cette galerie d'art. Il avait exposé à titre collectif. Donc j'ai été vraiment interpellée par ses œuvres d'art. Comme c'était une expo collective, c'était une exposition collective, donc il avait exposé 2 ou 3 œuvres d'art, si j'ai bon souvenir. Mais en fait, cette fois-ci, c'est carrément une exposition personnelle. Et j'ai aussi le plaisir de le rencontrer au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Il y avait le Printemps des Arts, ça va faire bientôt 2 ans, et il avait exposé, donc il y avait tous les artistes de différentes régions d'Algérie s'étaient réunis, regroupés dans cette grande manifestation, et j'espère que cette manifestation, cet événement sera renouvelé et pérenne, très prochainement. Pourquoi pas, Et puis donc ça nous c'est vrai que c'était une habitude qu'on retrouvait chaque printemps, le Printemps des Arts. Non, c'était la première édition,
Kamel. D'accord. Vous confondez peut-être avec le salon d'automne. C'est Le salon, ça. voilà, le salon Et le salon du d'automne. petit format. Voilà, et le salon c'était donc des d'automne, le rencontres salon d'automne. habituelles. Tout à fait. Le salon d'automne était organisé régulièrement. Bon, malheureusement, il a disparu. J'espère disons que les organisateurs Vont y vont prévoir penser. dans leur programme ce salon d'automne. Parce que dans des manifestations pareilles, on a l'occasion de rencontrer des artistes qui nous viennent de différentes régions d'Algérie. Et Dieu sait qu'il y a vraiment, Dieu seul sait, pardon, qu'il y a vraiment des talents. On va à la découverte de ces talents. Donc, il y a de l'échange, il y a du partage. Il y a un réel potentiel. Il y a de l'émulsion, il y a un réel potentiel. Donc, j'avais rencontré, pour en revenir à Kamel Benchemer, dont on parle aujourd'hui, qui est vraiment au programme de ma rubrique cette semaine. Et je l'avais rencontré, il avait exposé quelques-unes de ses œuvres. Donc, par 2 fois, j'ai rencontré cet artiste. Et cette fois-ci, il expose. J'ai eu le plaisir de découvrir à nouveau son travail. Il est dans la recherche plastique. Il y a toute une dynamique artistique. Il travaille dans son atelier, puisqu'il a un atelier. Il m'a dit, j'espère que j'aurai l'occasion de visiter son atelier. Bah oui, pourquoi pas. Il a son petit atelier personnel à Skikda. Et il travaille. Il est vraiment dans la recherche. Voilà. Et bien, on va voir un petit peu son travail, l'ensemble, bien sûr, de ses œuvres exposées, bien entendu, à Zwart Gallery, puisque vous avez été sur place, immortaliser ce beau moment. Regardez, on se retrouve juste après. Travaille depuis longtemps et je voulais l'exposer parce que je trouve que son travail est très intéressant. Il a beaucoup de potentiel. C'est un artiste plasticien qui a fait l'école des beaux-arts de Constantine et après il a fait l'école des beaux-arts d'Alger et en ce moment il enseigne à l'école l'expressionnisme et l'impressionnisme. Il a une recherche plastique sur l'identité, sur le folklore, sur les traditions. En fait, il explore son algérianité.
Techniques, il utilise des techniques mixtes avec des compositions très différentes et une palette de couleurs très chaude et très intéressante. Il s'est forgé à travers les années un style propre à lui et il est arrivé à s'identifier, puis il a eu des récompenses et des prix. Il a participé à des expositions à l'étranger et ici en Algérie, donc il a un parcours très riche. Dans cette galerie qui s'ouvre à toutes les aventures créatrices, Kamel Benchemmer met en scène ses émotions d'artiste. Avec sa volonté d'aller de l'avant et au-delà, il développe sa recherche plastique. Une recherche où matières et couleurs laissent parler son moi intérieur. Sur le plateau, on a pu voir en tout cas le talent de notre artiste aujourd'hui. Beaucoup de talent. Donc Kamel Benchemmer, que vous n'avez pas rencontré pour cette fois-ci. Oui, en tout cas, vous avez apprécié son talent et surtout ses tableaux. Une très belle palette, riche, colorée. Et il travaille, il est un petit peu dans le semi-figuratif, comme vous me disiez. Non, elle a dit au début de son parcours. Mais là, comme l'a si bien dit la galeriste, il est surtout dans l'expressionnisme, le symbolisme. Donc il y a toute une gestuelle en action, toute une symbolique en action dans son travail. Il travaille énormément la matière, savamment à la matière. Et il traduit toutes ces émotions d'artiste dans sa peinture, ça se voit. Et puis, libre à chacun d'entre nous, aux visiteurs, d'interpréter ce qu'il voit, ce qu'il ressent. C'est un petit peu, comme j'ai dit dans le reportage, c'est un petit peu son moi intérieur qui parle. Il exprime des sentiments. Il y a beaucoup de formes, de couleurs. Absolument, les sentiments mûrissent, s'extériorisent. Donc, il travaille essentiellement avec de l'acrylique, mais il utilise aussi beaucoup de techniques mixtes. Alors, dans cette exposition, comme on a pu le voir, il a travaillé sur la toile et sur le bois. Et il travaille énormément la matière, donc il utilise aussi des éléments naturels. Bon, il y a les médiums, mais il utilise le goudron, il utilise le smer, il utilise pas mal de la matière naturelle. Et il travaille énormément, comme je disais, au pinceau, au couteau. Et ce qu'il importe, c'est le résultat. Absolument. Et il est bien. Et son travail reste absolument, et son travail reste bien ancré dans le bien enraciné, bien ancré dans le terreau culturel algérien. Donc c'est le patrimoine algérien qui est revisité, qu'il met en valeur à sa manière. Et il a fait de belles rencontres, vous me disiez d'ailleurs. Oui, et puis durant son parcours, il a eu à côtoyer de grands noms de la peinture algérienne. Il a exposé à l'étranger, en France et en Italie, en Tunisie, où il a fait un petit passage. Il avait rencontré des peintres tunisiens, algériens, notamment Hakar, Lazara Hakar, qui a vécu pendant pratiquement près de 10 ans à Sidi Bou Saïd. Et là, donc il a rencontré cet artiste, il l'a côtoyé, ils ont échangé, partagé, et d'autres artistes aussi, à Amar Alalouche, à Constantine. Et là, actuellement, il partage aussi sa passion, comme il a partagé avec d'autres artistes, il partage sa passion avec ses étudiants. Puisqu'il enseigne, je l'ai dit tout à l'heure, à l'école régionale des beaux-arts de Anneba, et il enseigne la peinture. Et donc, quand il a démarré son parcours, tout au début de son parcours, je l'avais dit qu'il avait enseigné, je le rappelle encore une fois, il a étudié à l'école régionale de Constantine et il a étudié à l'école supérieure d'Alger, où il a côtoyé aussi de grands noms de la peinture algérienne, notamment Aïdoud, qui a été son professeur aussi. Et il s'est spécialisé dans les arts graphiques. Il s'est spécialisé dans les arts graphiques. On va arriver surtout à ses projets. Oui, à ses projets. Avant de parler de ses projets, alors rapidement, tout au début, il a commencé aussi, bon, bien sûr, au fil des années, c'est tout à fait normal, il s'est forgé un style personnel, mais tout au début, il était dans le figuratif, dans le semi-figuratif. Et il est passé aussi par la maison de jeunes, pour dire que c'est très important aussi, les maisons de jeunes. Il forme des jeunes. Il avait un professeur de calligraphie, mais lui, il n'était pas très intéressé par la calligraphie. Il était plutôt branché peinture. Donc, il a énormément travaillé. Il a eu à exposer aussi à plusieurs reprises, dans des galeries privées, dans des galeries. Il a participé aussi à des salons consacrés aux arts plastiques à travers tout le territoire national, dans différentes wilayas du pays.
Et là, il a été primé, il a eu des récompenses. Il a eu le grand prix Abdelhamid Ben Badis à Constantine, il a eu aussi le grand prix Aïcha Haddad. Il a eu plusieurs prix et là, il continue son petit bonhomme de chemin et j'y arrive. Hein, et je termine par ça, ses projets, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Ses projets, alors il a 2 grands projets. Un projet d'exposer à Al-Marsa, en Tunisie, alors, qui voyagez beaucoup, vous partez souvent en Tunisie, Amel, donc vous connaissez bien cette région, Al-Marsa, donc il va exposer à Al-Marsa. Et il a un autre projet, pardon, c'est celui il prépare une grande exposition dans, disons, une année, mais bon, il ne nous a pas donné le lieu ni l'endroit, mais bon, ça sera certainement sur Alger. Et voilà, et je termine. Alors, cette exposition, j'espère, bon, elle se poursuit en principe jusqu'au 8 juillet, puisqu'elle a déjà été interrompue une première fois, sauf s'il y a interruption encore une deuxième fois. Et la fermeture, bien sûr, du centre commercial, mais j'espère, bon, Inch'Allah, son exposition va se poursuivre jusqu'au 8. Voilà, en tout cas, il sera content d'avoir suivi aujourd'hui votre d'ailleurs, on lui fait un on petit coucou, on le salue ce matin. Merci, Nasiba, et surtout merci à l'artiste et bien sûr à ses expositions qui se tiennent malgré tout. On se retrouvera, Inch'Allah, dès mardi prochain. Mardi prochain pour un autre thème. On va voyager dans le monde de la couleur. Avec de la couleur à travers une exposition, faire le portrait d'un artiste. Merci beaucoup, Nasiba. Allez, une petite détente musicale. On va vous inviter donc à apprécier ces rythmes avec Mehdi des Triana d'Alger qui chante Mi Amor. On se retrouve
Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces rythmes et on salue notre ami Mehdi des Triana d'Alger en espérant bientôt le recevoir pour un album, pourquoi pas. Eh bien, on a toujours plaisir à recevoir nos invités et quand ce sont donc des invités qui parlent bien du livre, c'est encore mieux puisque Mohamed Igerb est parmi nous. Bonjour Monsieur Igerb. Bonjour. Comment ça va? Merci beaucoup, merci de m'inviter. Bonjour à tout le monde et à tous ceux qui regardent votre chaîne à cette heure-ci. Un acteur indispensable aussi du livre en Algérie. Vous êtes donc le commissaire du SILA, le Salon international du livre. Vous avez beaucoup de choses à préparer quand il s'agit donc d'organiser des salons et entre autres le plus important des rendez-vous littéraires en Algérie. Et vous êtes aussi donc représentant des éditions ENAG également. Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça qu'on s'était connus auparavant. Absolument. Voilà. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous, d'être là. Là, c'est le mec. Et merci pour tout ce que vous faites. C'est vrai que c'est important de parler un petit peu du livre en ce moment. Vu la conjoncture actuelle, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, il y a énormément de projets. Vous étiez normalement en train de préparer le Salon international du livre. Et ça se complique. Vous avez fait récemment une réunion, une rencontre avec les acteurs du livre ici en Algérie pour parler bien sûr de ces rendez-vous habituels. Absolument, en temps normal, pour ce qui est du Salon international du livre d'Alger, on a déjà entamé dès fin mai, donc tout ce qui est phase inscription, facturation, toute la logistique au fait et toute l'organisation, en tout cas le schéma organisationnel de tout cet important événement. Cette année, malheureusement, donc vu le contexte épidémique que nous vivons, à l'instar du reste du monde d'ailleurs, ce n'est pas un événement propre à l'Algérie. Jusqu'à présent, malheureusement, on n'a pas encore des orientations concernant sa tenue ou pas. Ouais. Tout a été décalé pour le moment. Ben, je ne saurais vous dire si ça va être décalé ou ça va être carrément annulé pour l'année prochaine. Je crois, à mon sens, dès lors qu'un vaccin n'est pas disponible, le risque est énorme pour organiser un événement de cette envergure. Parce qu'il faut le rappeler, un énorme rendez-vous qui draine beaucoup de monde. Plus d'1,5 million de visiteurs, parfois 2 millions de visiteurs, avec des pics journaliers atteignant 400 000 à 500 000 visiteurs jour. Ouais. Vous y voyez le parking des voitures, vous allez constater des matricules des 4 coins de l'Algérie. Tout le monde vient, enfin, il y a une fréquentation, un rendez-vous très attendu, et surtout à l'international. Absolument. C'est vraiment des maisons d'édition, des auteurs. Des participations records à l'international, voilà. C'est quand même, j'ai le plaisir de le dire et de le redire, que c'est quand même l'événement le plus important à l'échelle de la Méditerranée, du monde arabe et d'Afrique. C'est quand même un événement extraordinaire, un événement grandiose qui est attendu tant par les professionnels que par le grand public. Alors aujourd'hui, le livre va quand même souffrir, hein, les maisons d'édition, la distribution du livre et surtout la visibilité du livre, parce que c'est ça en fait. Le but d'un salon, c'est de pouvoir donc faire apparaître de nouveaux auteurs, parler de rencontres littéraires aussi. En effet, c'est un événement phare pour tous les éditeurs, pour tous les professionnels du livre, qui l'attendent avec impatience chaque année, parce que c'est un événement qui est quand même une soupape pour tous ces professionnels-là, dès lors qu'ils réalisent quand même, ils font des réalisations quand même extraordinaires qui ne font pas longueur d'année. C'est vrai que cette situation est venue bousculer tout ça, malheureusement. Mais bon, on est obligé donc de nous y faire. Au même titre que tout le reste du monde. J'imagine que le confinement, ça a été propice pour beaucoup d'auteurs qui, lors de ce confinement, ont eu plus peut-être à écrire sur ce thème-là. Tout à fait. En fait, c'est toute la chaîne du livre qui compatit, donc à commencer donc, par les éditeurs, en effet, en première ligne, les imprimeurs, mais aussi les auteurs, tous ces illustrateurs, ces dessinateurs. C'est toute la chaîne du livre, en fait, qui est affectée par cette pandémie, malheureusement. Souhaitons que ça ne nous sera tardé, souhaitons que c'est une conjoncture que nous allons traverser rapidement, qu'on va rapidement mettre derrière nous pour reprendre, pour que le métier reprenne et pour que la profession reprenne de plus belle et à nouveau. En attendant, vous travaillez, tous les acteurs bien sûr du livre aujourd'hui continuent à travailler malgré tout pour assurer aussi une distribution.
nécessaire. Absolument, non, en tout cas à l'entreprise nationale des arts graphiques, on ne s'est pas arrêté, on ne s'est jamais arrêté, même si la réglementation édictée donc, par les pouvoirs publics nous ont obligés donc, à nous en passer pratiquement de 50% des effectifs de l'entreprise. Mais on ne s'est jamais arrêté, l'édition a toujours continué, la distribution, on a essayé tant bien que mal, même si on ne pouvait pas le faire dans une période sur le reste des wilayas, étant donné donc, le confinement et tout, mais on essaie tant bien que mal d'éditer, de distribuer, d'être en contact avec nos auteurs. Des manuscrits, vous recevez quand même les manuscrits, on en a toujours, effectivement, on en reçoit, on en a déjà toute une pile. Espérons qu'on puisse les reprendre en bonne partie, dans leur grande proportion, incessamment et rapidement. Mais effectivement, on en reçoit, bien entendu. On n'a jamais cessé d'être en contact avec nos auteurs, avec nos illustrateurs et tous nos partenaires, au fait. Voilà. Et bien entendu, on parle aussi de salons nationaux, parce que c'est vraiment important. On avait aussi pour habitude d'organiser et surtout de recevoir les organisateurs des salons nationaux. Tout à fait. Donc, vous faites allusion très certainement donc, aux dernières initiatives donc, initiées par le ministère de la Culture à l'endroit des professionnels du livre, notamment en accueillant donc, les organisations, notamment les deux organisations du livre, que sont l'ONEL et le SNEL, dont l'ENAG a été aussi présente. C'est une initiative louable, vraiment à saluer de la part du ministère de la Culture, qui dénote un réel intérêt donc, pour le métier du livre et pour la situation difficile que vit le livre et la profession en général. Donc, quand on dit le livre, l'édition et le livre aussi, les deux vont de pair, bien entendu. Oui, bien entendu. Donc, il a été question donc, de brosser un tableau, de faire donc, un tableau de la situation, de ce que vivent les éditeurs en général, mais aussi les libraires, en fait, tous les professionnels du livre. Donc, on faire une liste de ces points, de ces difficultés, une à une. Et donc, à travers des rencontres, envisager des solutions pour lesquelles le ministère de la Culture a donné tout son appui, tout son accord, justement, pour que la profession s'en sorte au plus vite. Il était question donc d'organiser des salons nationaux. Il était déjà question il y avait déjà une proposition d'une dizaine, voire 11 salons à l'échelle nationale qui vont commencer à partir de novembre prochain, qui vont donc être itinérants donc d'une ville à une autre, mais aussi un certain nombre donc, de mesures susceptibles donc d'aider les éditeurs et tous ces professionnels à même de quitter cette phase difficile. Donc de continuer à travailler malgré tout et bien entendu assurer aussi une distribution et surtout une visibilité des auteurs, des livres et bien entendu des thématiques. Peut-être des rencontres. Est-ce que vous n'avez pas fait comme d'autres métiers qui ont continué à faire du télétravail et pourquoi pas organiser des rencontres littéraires en visioconférence? Nous, par exemple, pour ce qui est de la direction des éditions, on n'a jamais cessé de travailler, même si tous les travailleurs là, ne venaient pas tous les jours à leur bureau, mais ils le faisaient très bien à travers de chez eux, à travers donc, Internet. Donc ils étaient tout le temps occupés à travers le télétravail, comme on l'appelle. Donc il y a eu des belles choses qui ont été faites. Donc il y avait même des manuscrits qui ont pu être repris, donc étudiés, lus. Vous avez eu plus de temps ce sens. On en a eu même beaucoup, effectivement. On en a eu beaucoup. Mais il n'y a pas eu un moment où on n'a pas travaillé, on n'a pas cessé d'activité du tout, même si les horaires pendant le confinement nous contraignaient donc à quitter les bureaux à des moments assez tôt de la journée. Voilà. Alors vous nous avez ramené aussi des ouvrages pour montrer un petit peu que l'édition est là et surtout les éditions l'ENAG, cette collection est également donc celle-là c'est une belle collection en fait, une très belle collection. Prix Ali Mahachi, donc à l'initiative du ministère de la Culture, que nous avons édité à notre niveau. Donc ça va de la littérature, la pure littérature, voilà, il y a dans les deux langues. Et bientôt aussi dans la troisième langue. Donc, c'est des titres qui trouvent donc écho auprès du public. Nous avons essayé de les faire dans un format poche, en tout cas un format qui puisse être aisément donc, manipulé entre les mains, qui puisse être à la portée du lecteur. Il y a aussi d'autres titres. Que vous proposez pour l'été ? Absolument, c'est l'approche de l'été. Donc, ils sont disponibles au niveau des librairies, d'abord au niveau des librairies de l'ENAC, mais aussi au niveau des bons libraires, que ce soit au niveau d'Alger ou au niveau des autres wilayas. Nous espérons que c'est des titres qui vont avoir écho donc, auprès du grand public. En tout cas, c'est des titres qui sont très intéressants et qui peuvent très certainement être
des compagnies pour la période estivale prochaine. Est-ce que c'est dans la catégorie beaux livres? Pas tout à fait, mais un petit peu entre les deux. Donc, c'est un livre qui traite du patrimoine. Oui. Et de l'amitié. Voilà. Algéro-norvégienne. Voilà. Vous connaissez le titre, donc vous ne m'avez pas laissé grand-chose à dire. En effet, c'est quelqu'un qui raconte son passage en Algérie et des beautés de notre pays qu'il relate à travers ce livre. À travers et il y en a beaucoup. Alors, vous avez aussi catégorie jeunesse. Tout à fait. Livre jeunesse. Voilà, de la BD, comme Cajou aussi. Vous savez, la BD, ces derniers temps, a été quand même un créneau a eu sa place, un créneau qui a été très demandé. Peut-être à travers le FIBDA aussi, qui a énormément fait. Et à l'occasion, nous saluons donc Madame Nadjem, donc la commissaire du FIBDA, qui a énormément fait justement pour que la bande dessinée se ferait un chemin et soit connue du grand public algérien. Voilà. Et aussi des illustrateurs et des dessinateurs algériens. Exactement. Là c'est encore une fois l'occasion de saluer aussi ces jeunes auteurs, qui pour la plupart ce sont des jeunes, je le vois, Iman Mebarki, bien d'autres personnes aussi, Fadela, et qui sont là pour encourager et puis assouvir une passion, j'imagine. C'est l'une des politiques que nous avons à l'entreprise, au niveau de l'entreprise nationale des arts graphiques, au niveau de l'ENAC. Donc, c'est toujours d'encourager les grandes plumes, les inciter à venir, à éditer et à produire, mais aussi encourager ces jeunes plumes voilà, à se familiariser avec le monde du livre, à éditer davantage et à se faire connaître du grand public. C'est ça. Alors, celui-ci, par exemple? Voilà, donc ça, c'est aussi une belle histoire, Hana wal Qalal al-Dhahabiyya. C'est une très belle histoire, un bon conte, en fait, qui est illustré en couleur pour les enfants et qui trouve aussi un écho très favorable au niveau des enfants en général. Voilà. Donc, j'espère que les parents vont l'acquérir et l'offrir à leurs enfants qui certainement vont se faire un énorme plaisir, en tout cas. J'ai mis les deux ensemble, mais je ne sais pas si c'est pour lecture pour enfants. Symphonie d'Algérie. Moi, je parlais donc de cette bande dessinée. Et celle-ci Symphonie d'Algérie aussi, c'est un livre, c'est de la poésie, donc qui s'adresse aussitôt aussi bien pour les jeunes que pour les adultes, mais c'est un livre qui a trouvé un grand intérêt auprès des jeunes. Très bien. C'est une poésie très subtile et très intéressante à lire. En tout cas, magnifique. Et voilà, bien sûr, d'autres beaux livres. Vous voyez, même une édition en tamazirt, voilà, c'est aussi donc un essai en tamazirt qui a été fait par un auteur qui est maintenant, qui n'est plus à présenter, qui est Ali Kader, qui a son compte une dizaine d'ouvrages, qui a beaucoup édité aussi à l'ENAG, mais aussi ailleurs. Donc, c'est un beau récit qui est édité en langue amazigh. D'accord. L'autre, c'est Loin de Darna. Voilà, donc c'est aussi un conte d'Ahmed Soudi, qui aussi a trouvé aussi un compte. Il a été édité, il a été présenté pour la première fois donc, au Salon international du livre d'Alger. C'est un livre qui a quand même reçu un engouement, un intérêt extraordinaire de la part du public jeune. Très bien, très bien. Et puis bien entendu aussi l'édition en arabe. Vous nous avez ramené aussi 2 ouvrages. Voilà. Voilà, c'est l'histoire aussi, donc une figure emblématique dans notre histoire et dans notre patrimoine historique qui est Jugurtha, donc en langue arabe, qui est très demandée, qui a eu un écho favorable aussi de par le public, le jeune public, qui a fait de notre histoire, notre belle histoire. Et vous avez un roman aussi qui traite aussi de la vie quotidienne, de la vie algérienne, dont la couverture, on porte bien l'illustration d'ailleurs. Oui, voilà. Alors, le Hub, le Fantasia et bien entendu, Jugurtha, c'est ça? Jugurtha, donc voilà, qui est une de nos grandes figures historiques de l'Algérie ancienne, de l'Algérie numide. Vous avez ramené un autre, celui-ci plutôt histoire aussi. Donc ça, c'est une belle revue du ministère de la Culture, qui a été éditée par le ministère de la Culture. Elle est sous vide, on n'a pas eu le temps de l'ouvrir. Voilà, désolé. Donc c'est une revue accompagnée d'un livret. Donc c'est une revue culturelle qui traite de thématiques et de sujets nombreux ayant trait à la culture en général. C'est une revue fantastique qui vient de voir le jour, donc avec la nouvelle équipe au niveau du ministère de la Culture, qui est imprimée par l'ENAG et distribuée par l'ENAG et qui est aussi disponible au niveau de nos librairies, des bons libraires, mais aussi des kiosques. Très bien, on aura l'occasion de la présenter. On essaye d'entretenir un certain dynamique. On vous avait demandé justement de faire un choix d'ouvrages qui pourraient intéresser les lecteurs cet été et pouvoir aussi intéresser les jeunes, les moins jeunes et tous ceux qui aiment la lecture.
Vous savez, il me serait vraiment difficile de parler d'un titre plutôt que d'un autre. Oui, Ils sont c'est tous vrai. aussi intéressants. Les toutes aussi. dernières parutions, on va dire. Hein. Eh bien voilà, vous venez de présenter par exemple le mystère, là, que vous venez de montrer à l'instant, ça. qui est fantastique. Celui-ci. Voilà, dont la lecture va être tellement passionnante que je ne pense pas, dès que vous l'aurez commencé, vous n'allez pas endormir avant d'avoir fini. Voilà, alors c'est vraiment d'actualité et c'est vraiment aussi un livre qu'il faut avoir chez soi en ce moment. Absolument, je le conseille vivement à nos jeunes en général. Voilà. Très bien. Alors beaucoup de choses à dire aussi concernant donc, les salons, comme je l'ai dit, une récente rencontre et réunion qui a regroupé pas mal donc, de professionnels du livre pour parler donc, de cette conjoncture actuelle, pour parler aussi du devenir du livre en ce moment. C'est très difficile de pouvoir donc assurer, surtout pour les jeunes éditeurs, de pouvoir continuer à travailler en ce moment. Absolument, absolument, c'est vital pour l'édition, c'est absolument indispensable que l'édition vive. Et on a tout au besoin, tout comme on a besoin de manger, on a besoin de lire, on a besoin de nous cultiver. Et le vecteur pour le faire, c'est bien le livre. C'est un outil indispensable à la connaissance et au savoir, c'est bien le livre. Donc on a absolument besoin d'activer dans ce sens, de maintenir cette activité, ce créneau. Et le ministère de la Culture, à travers son initiative récente, donc, qui a regroupé donc, les professionnels, en tout cas les représentants, en tout cas de représentations syndicales de monde de l'édition, on est bien une preuve, une illustration donc, de l'intérêt que porte le ministère pour ce créneau, pour cette profession qui est de l'édition et du livre, pour la faire sortir absolument du marasme qu'elle vit actuellement et pendant le contexte épidémique que vit l'Algérie et le reste du monde. Voilà, exactement. Et ce qui est aussi important à dire, c'est la tenue régulière donc, de ce salon international du livre qui a eu un beau un succès, hein, on va le dire, il faut le dire, le fait d'avoir des internationaux, pouvoir offrir aussi aux auteurs la possibilité d'être visibles, de rencontrer leurs lecteurs aussi, c'est ça, et des rencontres thématiques chaque fois, chaque salon du livre. Absolument, c'est un rendez-vous extraordinaire. C'est un marathon à tenir aussi. Absolument, c'est un rendez-vous extraordinaire, c'est un événement phare pour notre pays, c'est un événement attendu, c'est un événement attendu tant par les professionnels que le grand public, dès lors qu'il représente une bouffée d'oxygène pour les professionnels du livre, mais aussi une occasion idoine pour tous les lecteurs et les amoureux du livre, dès lors qu'ils y trouvent les nouveautés qu'ils ne trouvent pas dans le circuit traditionnel que sont la librairie et les autres mécanismes de distribution. Mais pas seulement, c'est parce qu'aussi, et de la Terre du Monde, c'est parce qu'aussi ils y trouvent des ouvrages à des prix extrêmement intéressants dès lors que les pouvoirs publics ont exempté de droits et taxes. Voilà. Et en plus donc, de l'exposition vente de livres, on y trouve aussi des conférences, des débats, des rencontres, des tables rondes, avec des sujets multiples, aussi multiples que variés, qui drainent beaucoup de monde. Tout à fait. On espère en tout cas renouer le plus vite possible avec ce rendez-vous littéraire. En attendant, on vous dit merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler en tout cas de cette problématique actuelle. Merci encore une fois, Mohamed Igerb. Merci à vous de m'accueillir. Merci à vous pour tous les efforts que vous faites et tout ce que vous faites justement pour le livre et l'édition. Vous avez toujours été un partenaire du SILA et du monde de la culture en général dans notre pays. C'est très gentil. En tout cas, continuez. Je rappelle que vous êtes donc commissaire du Salon international du livre et vous êtes aussi membre de l'EDAG important. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Je vous invite tout de suite à continuer, bien entendu, notre programme. On va s'intéresser à l'huile d'olive dans un tout petit moment avec notre invité. Je vous invite à suivre le dernier concours national de l'huile d'olive. Fellabnour. Ce sont les fiches des candidats de l'Apulé 2020, un concours national de la meilleure huile d'olive vierge extra. Même si la 3e édition se déroule dans des conditions exceptionnelles, l'équipe de l'Institut de la recherche agronomique veille au respect du règlement établi par le Conseil oléicole international. Au fait, le lot, il est composé soit de 3 bouteilles de 750 ml avec un code qui lui appartient, ou bien 4 bouteilles de 500 ml. Pourquoi 4? Une, elle doit rester comme témoin. Celles de l'année dernière, elles sont toujours au niveau de notre chambre froide. S'il y a des mécontents, on peut leur refaire l'analyse. Il faut savoir que le taux d'acidité d'une huile vierge extra doit être inférieur ou égal à 0,8, mais pas que. D'autres paramètres sont déterminants pour avoir une huile de qualité.
il y a un itinéraire technique à respecter. Là, c'est-à-dire c'est la taille, c'est le travail de terrain. Après, c'est la récolte qui est la clé de voûte de l'obtention de l'huile de qualité. Une olive ne doit pas passer 3-4 mois devant une huilerie. C'est aberrant. Ce n'est pas comme les autres huiles végétales. Le soja, tournesol, on les raffine. C'est un jus de fruits. Donc on ne dit pas la transformation, on dit l'extraction. Donc plus l'olive elle est fraîche, elle garde ses attributs. Et c'est ça, lors du concours. L'acidité, l'indice de peroxyde, l'absorbance dans l'UV, c'est chimique. Après, il y a la deuxième étape qui est la dégustation. Une étape assurée par un jury international composé de 8 personnes. En revanche, il va falloir attendre encore pour avoir un laboratoire sensoriel et un panel de dégustation permanent en Algérie. En attendant, l'INRA renforce le volet coopération internationale. Nous sommes sur un projet avec l'Union européenne, donc l'acronyme OliveNet. Et c'est un projet qui regroupe plus de 12 pays. Donc le coordinateur principal du projet, il est à l'université d'Athènes. Il y a donc dans le projet, dans le consortium, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne. Ce qui est sûr, c'est que le concours Apulé a permis d'établir une relation et d'assurer une continuité entre la recherche et les oléiculteurs algériens. Les résultats 2019 ont servi également de matière de recherche pour un étudiant en master de l'université Houari Boumediene Bab Zouar. De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie, je voulais annoncer un sommaire. Ça y est, nous allons parler bien sûr de ce concours à l'international et surtout avec le premier prix remporté par un Algérien. Et pour nous en parler, nous avons Monsieur Ghani Samir, bonjour. Bonjour madame. On se retrouve, comment ça va? Toujours un plaisir. Vous êtes l'organisateur du concours national, vous étiez venu nous en parler, d'ailleurs vous étiez heureux, mais là vous êtes un homme encore d'autant plus heureux, comblé avec ce prix à l'international. Bien sûr, surtout quand on voit le résultat sur le terrain, donc il y a des efforts qui ont été faits, et puis on voit des consécrations comme ça à l'international, c'est toujours un plaisir. Et ben voilà, et celui qui a été consacré, c'est notre invité, qui lui aussi a eu un prix au concours national, il s'agit de Hamid Kared, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous, Merci pour l'invitation. Et félicitations, Mabrouk Ali. Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir et un honneur pour tous les Algériens voilà, aussi. C'est un honneur pour tous les Algériens, pour toute l'Algérie et aussi pour notre marque, la région de Barlia. C'est un honneur pour nous, pour tout le monde. Voilà. Et puis, ce n'est pas la première fois que vous participez à des concours, ce n'est pas la première fois que vous remportez aussi des prix. Exactement. Mon premier concours, c'était avec M. Ghani. Bon. Parce que c'est lui qui a créé le concours national, alors qu'avant, il n'existait pas. Il fallait que M. Ghani vienne, il va créer, bon, à titre particulier, bon, c'est lui qui nous a, c'est-à-dire incité à aller dans les concours. Il nous a encouragés. C'était en 2018. Bon, j'ai eu la médaille de bronze avec lui. Et puis en 2019, j'ai été en France. J'ai eu la médaille de bronze. Et cette année, j'ai eu 2 médailles. Enfin, 2019, j'ai eu encore la médaille d'or avec lui, 2019. Et cette année, j'ai eu la médaille de distinction à Paris. Et après, à Athènes, c'était la plus prestigieuse concours, le prestigieux concours. J'ai eu la médaille. Voilà. Et c'est extraordinaire, magnifique, parce qu'après tous ces efforts que vous faites justement pour rendre une huile concurrentielle avec d'autres huiles au niveau international, c'est vraiment beaucoup d'efforts, parce que travailler sur la texture, sur le pH, sur bien sûr la qualité de cette huile d'olive et la présentation, il faut le rappeler bien sûr, aussi, le packaging, c'est que compte en plus, mais aussi le produit. Le produit en lui-même. Et c'est-à-dire, on doit, c'est-à-dire, promouvoir l'huile d'olive algérienne, lui donner sa valeur, qu'elle est absente déjà depuis l'indépendance, elle a été absente au niveau international. On était dans le traditionnel beaucoup plus. On était dans le traditionnel, on est resté dans le traditionnel. Par contre, dans les années 50, il y avait la bonne huile.
Nos aïeux ils font de la bonne huile. Malheureusement, c'est les colons qui l'apprennent. On a la médiocre. Mais maintenant, il faut agir. Il faut changer ses habitudes. Voilà. Avec Monsieur Ghani, la dernière fois, nous avions parlé bien sûr des enjeux donc, de cette production et surtout des perspectives de notre huile d'olive, de cette production qui était, et il faut le saluer aussi, nos producteurs, hein, même dans le traditionnel, vous les avez remerciés d'avoir assuré cette pérennité dans la tradition aussi. Exactement, ce ne sera jamais de remercier nos aïeux qui ont perpétué la tradition de produire de l'huile d'olive. Et maintenant, on continue, c'est-à-dire à produire. Quand je dis les huiles traditionnelles, on fait d'excellentes huiles, mais il suffit de respecter les mesures d'hygiène. Et puis, il y a les nouvelles technologies maintenant qui nous aident à produire de meilleure qualité et aussi en quantité. Et ça, nos opérateurs, ils l'ont bien compris, parce que si on veut déjà avant tout, si on veut donner un bon produit aux consommateurs, donc il faut qu'on améliore la qualité. Il le disait mon ami Hamid toujours que avant les gens ils consommaient de l'huile d'olive parce que on était pauvres, les gens, ils avaient faim, donc ils cherchaient juste à consommer. Maintenant, non. Maintenant, le consommateur, il cherche la qualité. Donc, il ne suffit pas de produire de l'huile d'olive. Maintenant, il faut qu'on produise de l'huile d'olive de qualité, que ce soit pour nos consommateurs, pour nous-mêmes, nos enfants, mais aussi à l'export. Si on veut se faire une place à l'export, il faut qu'on améliore notre produit, qu'on produise quelque chose de qualité. Et Dieu sait qu'on a le potentiel, que ce soit en quantité, donc on peut produire beaucoup plus, mais aussi en termes de qualité. Nous avons un climat exceptionnel, nous avons des variétés d'oliviers qui sont aussi exceptionnelles et autochtones, bien de chez nous. Donc à nous d'exploiter tout ça. Et aussi la mécanisation qui est entrée en compte, et bien entendu aussi le matériel sophistiqué, ultramoderne, qui doit aussi suivre pour permettre aussi une bonne extraction de cette huile d'olive dans des normes d'hygiène et aussi de normes internationales, bien entendu. Alors, on va revenir sur ce concours au niveau de Athènes. Comment s'est faite, bien entendu, cette participation? Voilà, vous êtes inscrit? Oui, je me suis inscrit au mois de janvier. On a justement, par malheur, on n'a pas les moyens, c'est-à-dire de payer, d'expédier. Même on a toujours des problèmes, surtout les laboratoires en Algérie n'existent pas. Il fallait que j'aille en Tunisie pour faire les analyses de mes huiles. D'accord. Parce que les concours internationaux, ils exigent les analyses physio-chimiques. Donc, comme en Algérie, il n'y avait pas, j'étais obligé d'aller en Tunisie, faire les analyses. C'est-à-dire, au lieu de faire ce travail, faire ce travail en 3 jours, on le fait. Ça a pris plus de temps. Ça a pris plus de temps de 15 jours. Donc, même le paiement, c'est difficile. Pour payer l'entrée le concours, il faut qu'on appelle chez quelqu'un, un ami en France. Pour l'inscrire sur Internet, pour qu'il paye à notre place. Voilà, mais je suis inscrit le 2 janvier, un peu tôt. Comme ça, enfin heureusement, parce qu'il y avait le corona Covid-19. Et puis après, ils ont reporté le concours parce qu'à cause du Covid-19. Et jusqu'à ça fait une semaine qu'ils ont fait la dégustation. Et on était heureux de les Grecs, ils ont plein de jurys, comme c'est un grand pays d'huile d'olive. Ils ont peu regrouper tous les jurys qui sont là et ils ont fait Alors, on est en train de voir des images de votre huilerie, qui est une huilerie aussi bien équipée, moderne, des images qui donnent envie de goûter déjà à cette huile d'olive, à manger vos olives et surtout voir l'énorme travail par où passe ce process d'extraction d'huile d'olive. C'est une procédure, on travaille la procédure suivant les normes internationales. Bien sûr. Nous, la huilerie de Barlia, c'est-à-dire on ne met pas les olives dans les sacs, on ramène carrément en vrac.
dans des camions, des cajoux, et carrément directement dans la machine. Donc, durant la journée, à la fin de journée, on termine tout ce qu'on a comme olives. Voilà. Donc, on ne laisse pas le lendemain. Donc, on débute toujours avec les nouvelles olives fraîches le matin. C'est le conseil que vous donnez à tous les agriculteurs. C'est ce que nous avait dit M. Ghani, d'ailleurs, pour éviter l'acidité. C'est un fruit, et un fruit s'abîme. Voilà. Non, c'est-à-dire l'avantage chez nous, c'est que nous, on sélectionne les olives. J'achète les vergers, je cherche là où il y a un bon verger, là où il y a une belle variété, je l'achète. Oui. Donc j'ai la chance de la sélectionner, c'est-à-dire programmer mon travail. Très bien, très bien. Et donc finalement, vous avez participé avec cette huile d'olive typiquement algérienne, bien de chez nous, et vous avez eu le premier prix. Voilà. Vous vous y attendez? Non. Moi, j'attendais au moins la bronze, parce que devant les Grecs, c'est un peu difficile. Surtout les experts, le panel qui est vraiment là-haut, le concours international d'Athéna, il est très prestigieux. Et avec le panel, il est très exigeant. Bon, je me suis dit, si j'aurais la bronze, c'est déjà... L'image donc de la revue aussi. Non. Alors là, je vous présente le concours Apulé, donc la 3e édition. Ça, c'est le jury du panel de dégustation, donc du concours Apulé. C'est un jury international, donc où on a réuni donc des Tunisiens, Espagnols, Algériens notamment, Français. Donc, il est composé de 50% d'experts algériens en dégustation et 50% c'est des étrangers de renommée internationale. Donc, pour justement hisser le niveau du concours Apulé, c'est un concours national, mais avec un jury international qui n'a rien à envier aux autres concours, que ce soit à Athènes ou dans les autres pays. Nos concurrents ont toutes leurs chances à l'international. Voilà. Et la preuve est là. Exactement, c'est ce que je dis. Je vais vous le dire, même l'année passée, le panel, il était international. Donc, on a encore ramené d'autres personnes. Justement, on ne fait rien au hasard. C'est à partir de là. D'ailleurs, tous ceux qui ont été primés dans les concours, que ce soit M. Hamid à Athènes ou en France, c'est des gens qui ont eu des médailles au concours Apulé. Ça veut dire, nous, ça nous réconforte et ça veut dire que notre concours, il a sa valeur, il a sa place. Et ça nous fait très plaisir parce qu'on connaissait le classement donc, de l'huile d'olive au niveau international. On savait qu'il y avait donc les Grecs, il y avait donc les Italiens, il y avait aussi beaucoup de nationalités qui étaient bien classées en matière donc, de qualité d'huile d'olive. Et que l'Algérie était encore loin. Alors moi, au contraire de ce que peut-être M. Hamid a dit qu'il s'attendait à une médaille de bronze. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas, ce classement. Et vous savez, si ce n'était pas le Covid, on aurait été vers d'autres concours, donc encore prestigieux aux États-Unis, à Londres, et ça ne m'étonnerait pas qu'on aurait eu des médailles d'or, de bronze, donc on serait consacré. Il faut continuer. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire, et rien ne nous arrêtera de continuer sur ce chemin. La preuve, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, et on arrive quand même à, vous savez, c'était prévu que tout ce panel, qu'il vienne ici en Algérie. Donc, mais on s'est adapté, au même titre que tous les autres concours à l'international. On leur a envoyé des échantillons, chacun dans son pays. Et justement, aujourd'hui, pratiquement tout le monde a réussi a reçu les colis, donc les échantillons. Et d'ici 2-3 jours, on fera à distance la dégustation. Et à partir de là, donc, on a notre chef de jury, Madame Samira Sifi, que je salue tous les membres qui nous regardent en ce moment. Donc, il y a un logiciel qui va mettre toutes les données, et c'est à partir de là qu'on aura le résultat des meilleures huiles d'olive algériennes. Il y aura une classification de ces huiles d'olive de cette année, par exemple. Bien sûr, nous, le concours, c'est aux normes du col. Donc,
les huiles seront classées par catégorie, donc par fruité. Donc on aura les meilleures huiles en fruité intense, en fruité vert c'est léger, ce que vous nous avez moyen. expliqué. Il y a la médaille d'or, médaille d'argent et ensuite classement par fruité. Alors on va voir aussi cette fameuse consécration aussi que vous avez reçue, l'attestation, cette médaille d'or en image, hein, n'est-ce pas, dans un moment pour montrer à quel point aujourd'hui nous sommes fiers donc, de cette consécration et cette médaille. D'accord, merci. On est tous... Voilà. Et voilà, c'est la médaille internationale d'Athènes. Vous l'ajoutez aux nombreuses médailles que vous avez déjà eues. Inch'Allah, il y aura d'autres. Il y aura d'autres, Inch'Allah, parce on voulait faire un défi avec M. Ghani, parce qu'on est amoureux de l'huile d'olive. On est passionné de l'huile d'olive. Je vais vous raconter l'histoire, comment on a commencé à entrer dans les compétitions internationales. C'était en 2018. C'est juste après le concours de M. Ghani en 2018, là où j'ai eu la bronze. Et on a été à la foire internationale à Barcelone. J'ai participé à la foire, j'étais exposant. Et on était dans le stand, il y avait un monsieur qui est venu, un monsieur qui vient chez nous, bon, bien costumé, tout ça, il veut déguster notre huile. Et juste à la fin, il nous a dit, elle est excellente. Bon. J'ai eu la bronze avec, c'était la bronze, cette huile, avec Capulet. Après, il nous a donné deux cartes de visite. Là, on a vu que ce bonhomme, c'était un directeur d'un organisme, the best olive oil in the world. C'est-à-dire, voilà, c'était les meilleures huiles au monde. C'est un organisme, il est en France. Et puis, il a commencé à nous parler sur les avantages, sur le pourquoi. Et puis, on était choqués là où il nous a dit que l'Algérie n'existe pas dans la liste. C'est dommage. C'est dommage. Ça brise le cœur. Il nous a blessés. Ouais. Et, bon, il y a les Tunisiens, il y a les Marocains, il y a les Croatiens, il y a tout le monde. Il n'y a que l'Algérie. Il n'y avait même pas un nom. Et puis, quand il nous a parlé des avantages, il nous a orienté. Il y avait un stand là, il regroupe toutes les huiles du monde. Là où c'est-à-dire les premiers au monde. Il nous a orienté sur là. Quand il est parti, on a pris une bouteille avec M. Ghani, on est parti voir ce stand. Bon, il y avait plein de bouteilles, des jolies bouteilles, tout ça. On a mis notre bouteille au milieu. On dit, Inch'Allah, un jour, Inch'Allah. Et sûrement, Inch'Allah, notre bouteille viendra le jour où la bouteille est là. Et vous avez... On s'est donné la promesse qu'il viendra le jour où notre ville sera parmi ces milliers. Là, ce jour est arrivé. Et vous avez, comme on dit, pour une première participation, cassé la baraque. Voilà. Et toute la journée, on discutait comment faire, comment rendre... Les démarches. Voilà. Vous avez raconté justement votre simple démarche qui pourra donner exemple à d'autres aussi producteurs d'huile d'olive pour pouvoir participer, parce que quand vous travaillez dans les normes comme là, il y a, même la présentation est importante, hein. C'est vraiment vous avez respecté toutes les démarches aussi, hein. C'est très important de le dire, hein, n'est-ce pas, Monsieur Ghani? Oui, quand on voyage, on découvre. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, effectivement. Après, maintenant, moi je le dis, ça c'est le début. C'est le début. Et le début, c'est le plus difficile. Maintenant, je pense qu'avec les médaillés, que ce soit en France ou dans Apulé ou bien Athènes, le chemin, il est tracé. Moi, je suis sûr qu'il y a d'autres huiles. Parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui participe dans les concours. Même dans Apulé, ce n'est pas tout le monde. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'huiles qui sont excellentes, en même titre que celle de Chiaret. Ce qui est bien entre nous, entre les opérateurs, vous entendez un Chiaret ou un Waged ou un Boubka Saoudi qui te disent on aimerait bien qu'il y ait beaucoup. Ça veut dire il n'y a pas cet égoïsme tant mieux. Il n'y a que moi. Pourquoi? Parce que si on veut aller loin, individuellement, si on brille individuellement, ce n'est pas suffisant. Mais si on brille collectivement, s'il y a 10, 20, 30, c'est encore mieux. Il faut le rappeler que chaque huile a sa saveur. Chaque région a son exposition. Exactement. Et bien entendu, sa qualité. Exactement. Et puis, il y a le marché, il est vierge, le marché. Il y a de la place pour tout le monde, que ce soit au niveau national ou bien à l'international.
Donc ce n'est pas une concurrence quand il y a entre les opérateurs, et j'adore ça quand on se réunit entre opérateurs, il y a des échanges dans leur expérience et tout ça. C'est quelque chose de formidable. On est très content de cette belle victoire pour l'Algérie, pour vous, et j'espère qu'il y aura d'autres exemples d'agriculteurs qui vont aussi participer à de tels concours grâce à vous, Monsieur Ghani. Oui, merci. Je peux même vous dire qu'il y aura des surprises au concours, à la 3e édition. D'accord. Donc, moi, je tiens à saluer notre ami Ali Lech qui a une exploitation à Djelfa. Donc, c'est un défi. C'est un défi. Et vous savez ce qu'il me dit toujours, il me dit, Samir, j'ai 5 enfants et 15 000 oliviers. Eh ben voilà. Pour dire l'amour qu'ils ont, tous les opérateurs, à ce produit qui est un produit de terre et un produit du terroir algérien. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir, de parler de notre patrimoine aussi agricole, et surtout cette transmission, et surtout quand on brille à l'international et qu'on remporte la médaille d'or. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, monsieur Kared Hamid, vous êtes donc médaillé d'or du concours d'Athéna International. Bravo à vous. Merci. Encore une fois, félicitations. Merci d'être venu. Merci. Monsieur Ghani, Atek Saha, comme à chaque fois, c'est un plaisir de parler d'huile d'olive avec vous. C'est toujours présent, et merci à vous comme à chaque fois. C'est gentil. Voilà, vous avez entendu le générique de fin, l'émission est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente matinée et bien sûr, bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Merci à toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui nous accompagne régulièrement jusqu'à la fin, 10h du matin. À demain. Merci, même heure, même lieu, ici à 8h30. Au revoir.